Et on est ensemble en effet pour le 10h midi avec les débats avec aujourd'hui Carl Olive, maire de Poissy. Bonjour. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On est ravis de vous recevoir 2 fois dans la même semaine. C'est formidable, c'est la fête. Comment ça va les poubelles, Jean-Luc? À Marseille, c'est terminé. Allez, à Marseille. Bon, très bien. Et notre ami Joseph Ruiz est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Conditionner le RSA à une activité, c'est l'une des propositions du candidat Emmanuel Macron. Une activité donc, mais quelle activité? Depuis plusieurs jours, tous les journalistes qui reçoivent des candidats de la majorité posent la question. Les réponses sont diverses et variées, comme l'a montré la séquence diffusée dans Quotidien hier soir. Pour toucher le RSA, il faudra travailler ou ce sera obligatoire de ou faire pas? un bilan social. Il n'est pas question d'activité obligatoire. Bah si, il l'a dit. Écoute rien, hein. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité. Donc si on résume, c'est pas un emploi, soit d'emploi. C'est pas de faire des travaux d'intérêt généraux, soit de travail d'intérêt général. Il n'est pas question d'activité obligatoire. L'obligation de consacrer 15 à 20 heures pour une activité. on va dire que c'est work in progress. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Grand plaisir. Alors. Valérie Pécresse était sur C8 hier soir face à Baba. Il y a eu une première séquence avec la candidate des Républicains seule face à Cyril Hanouna. Puis elle a été confrontée à des soutiens d'adversaires à la présidentielle, Adrien Quatennens, Fabien Roussel, directement candidat, Nadine Morano et Marion Maréchal Le Pen. C'est avec cette dernière d'ailleurs que ça a été le plus tendu. Et c'est l'extrême droite. Assumez-le. Assumez qui vous êtes. Mais pourquoi c'est pas une insulte? C'est pas une insulte. Pour vous, d'être ce que vous êtes. D'être d'extrême droite, oui. Excusez-moi, c'est une insulte. Alors, je sais pas pourquoi maintenant, quand on vous appelle Le Pen, c'est une insulte? Mais quel rapport avec l'extrême droite Quel rapport entre... Excusez-moi, mais entre Marine Le Pen et l'extrême droite, entre Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite, qui sont quand même étonnantes. Vous n'êtes pas d'extrême droite, madame? Non, je suis pas d'extrême droite, mais on peut y en parler 25 minutes si vous voulez. Mais je veux dire, c'est que... Et est-ce que islamisme et islam, c'est la même chose? Je vais vous répondre. En disant cela, vous insultez des millions d'électeurs. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'était une séquence très forte et Marion Maréchal plutôt réussi son passage. Et Jean Lassalle a de son côté accordé une interview au 12-13 sur France 3 le 15 mars devant des élus locaux des Pyrénées-Atlantiques. Il avait assuré que sa campagne ne servait strictement à rien et qu'il faisait semblant d'être candidat. Puis finalement, il est bel et bien resté en course. Il a fait selon lui un véritable coup politique et médiatique. Ce qui a changé, c'est que j'ai mis un coup de boule à la presse de notre pays. C'est-à-dire que, tout le monde sait depuis longtemps que la France n'a plus du tout confiance en ses politiques. Nous sommes complètement dévalorisés à leurs yeux. Mais surtout quand vous dites que vous faites semblant d'être candidat. Mais maintenant, c'est vous, les journalistes, qui êtes atteints. Plus personne n'a plus confiance en vous non plus. Et je venais de m'embrouiller avec TF1. Donc j'avais très mal vécu leur attitude. Et puis il y avait le congrès des maires. Et j'ai décidé que j'allais mettre un coup de boule à la Zidane, vous voyez. Voilà. Du Jean Lassalle. Du Jean Lassalle, effectivement, comme à chaque fois. C'est tout? C'est tout. C'est fini. C'était un zapping court, efficace et précis. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Carl Olive, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de gueule, c'est un coup de cœur. Valérie, hier, le 23 mars, nous célébrions le 4e anniversaire des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Ouais. Et l'émotion qui saisit la France au corps. À Trèbes, magnifique ville de l'Aude, 6000 âmes. Le lieutenant-colonel Beltrame, tout comme Christian Medvez, Jean Mazière, Hervé Sosna sont assassinés dans un supermarché par un terroriste. Offrant sa liberté comme monnaie d'échange, il sauve la vie d'une hôtesse de caisse. Un dernier geste qui raconte comment était Arnaud Beltrame, un homme transcendé par les valeurs de la France. Je rappelle qu'Arnaud Beltrame avait 44 ans, c'était le plus jeune d'entre nous. Depuis 4 ans, le nom d'Arnaud Beltrame est devenu synonyme d'héroïsme et de bravoure. Il reste à jamais le symbole de cette France qui résiste, cette France debout, cette France qui ne plie jamais, cette France qu'on aime. Alors,
voilà, n'oublions pas, je veux passer ce message de coup de cœur évidemment pour que jamais nous ne banalisions un tel phénomène. Le lieutenant-colonel Beltrame est entré dans le livre des grands hommes de l'histoire de France. N'oublions jamais son sacrifice. Arnaud Beltrame était l'un de nos fils, l'un de nos frères. On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu, disait le général de Gaulle. Arnaud Beltrame était et restera à tout jamais un grand homme. Et vous lui rendez un très bel hommage ce matin. Effectivement, il ne faut pas oublier ceux qui sont tombés face aux terroristes. Exactement. Jean, alors non, peut-être Pascal. Oui, Pascal Jalabert, coup de gueule. Oui, coup de gueule, puisque j'avais fait un coup de cœur mardi. Dans le coup de gueule aujourd'hui, c'est Boris Johnson qui communique. Oui, nous avons envoyé 6000 missiles à l'armée ukrainienne. Ils vont pouvoir se défendre, d'accord. Sauf qu'en parallèle, vous savez, il y a ce qu'on appelle Londongrad, c'est-à-dire tous les oligarques russes qui sont installés à Londres, qui ont beaucoup investi sur le sol britannique. Et là, surtout, on ne touche à rien, on ne sanctionne pas. Donc, c'est du mauvais britannique, c'est les Britanniques qu'on n'aime pas, avec et le Boris Johnson qu'on déteste, avec ce double discours qui n'est pas très honnête vis-à-vis du reste de l'Europe, mais ça on le savait déjà. C'est-à-dire que lui n'applique pas les sanctions. Non, c'est-à-dire il communique sur le fait qu'il aide l'Ukraine de façon militaire, mais en même temps, il laisse ceux qui financent la guerre de Poutine continuer leurs activités lucratives au Royaume-Uni. C'est voilà, je dis d'un côté et puis je fais de l'autre. C'est franchement pas respectueux vis-à-vis de ceux qui sanctionnent les oligarques russes un peu partout. On y reviendra peut-être avec le sujet, mais je trouve que c'est une manière belle de prendre position, mais pas très sérieuse compte tenu de la situation économique. D'abord, les sanctions contre les oligarques, en particulier contre les oligarques, mais contre les Russes en général, servent la propagande de Poutine en ce moment en Russie, de manière extrêmement efficace. Dans cette guerre, il y a une autre guerre, c'est la guerre interne à ce qui se passe en Russie. Le fait de geler les avoirs des oligarques, dont certains étaient en opposition, et pendant 2 semaines ça a tangué, y compris avec des proches oligarques de Vladimir Poutine, leur coupe totalement les ailes pour agir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus que leurs avoirs en Russie. C'était extraordinaire. Prise de contrôle de Poutine sur les oligarques. Là, il les tient vraiment. Ils se souviennent tous de ce qui s'est passé avec Khodorkovsky au début de sa présidence. Et puis, en dehors de cela, vous avez remarqué peut-être hier que la Russie a exigé le paiement en roubles de tout ce qui sera vendu au pays qui lui pose des sanctions. On ne se rend pas bien compte de l'effet tsunami que ça risque d'avoir absolument colossal. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça veut dire que les 4 semaines de sanctions contre la Russie ne servent à rien, parce que soit on accepte, et donc on paye en roubles, donc on va payer on va échanger des devises contre des roubles qui ne valent pas grand-chose pour acheter, donc ça va renforcer le rouble. Au même moment où la Russie signe des accords rouble-rial avec l'Iran, roupie, rouble avec l'Inde, yuan, rouble avec la Chine, donc renforcement du rouble. On visait les sanctions, visait effondrer le rouble pour qu'il y ait une inflation et une situation économique catastrophique. C'est un peu le cas actuellement. Mais ça remontait hier. Et si on le fait, on soutient le rouble. On va en reparler. Mais si on le fait pas, alors là, on est dans le baba. C'est 40% de gaz, ça ne se replace pas en 2 jours. L'Allemagne, c'est 55% du gaz russe. Ils n'ont pas de port méthanier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Nous, en France, avec Engie, on a passé des accords avec les Américains il y a longtemps. Mais les Allemands ne peuvent même pas recevoir du GNL. Donc ça serait plus intéressant de... Ça, c'est l'Allemagne qui a choisi de se mettre... Oui, mais sur le Londongrad, ça serait peut-être plus intéressant si on faisait pas des trucs mécaniquement comme ça, de voir qui pourrait trouver des alliés plutôt que d'assurer des adversaires et des soutiens à Poutine. On revient dans un instant et on en reparlera avec l'intervention hier de Zelensky, président ukrainien, qui a mis la pression sur les entreprises françaises. À tout de suite. Les débats avec vous, l'actualité commentée aujourd'hui par Carl Olive, maire de Poissy, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Nous allons revenir sur l'intervention du président Zelensky hier devant l'Assemblée et le Sénat. Il met la pression sur les entreprises. Certains trouvent qu'il en fait un petit peu trop, qu'il fait beaucoup de com. Vous nous direz ce que vous en pensez.
Le RSA, que veut faire vraiment Emmanuel Macron, puisqu'on a vu tout à l'heure dans le zapping qu'il y avait quelques petits ajustements peut-être entre ce qu'a dit le président de la République pendant sa conférence de presse et ce qu'on peut appeler le service après-vente des membres du gouvernement, et puis le cercueil d'Ivan Colonna accueilli par une haie d'honneur, des drapeaux en berne, on l'avait évoqué hier, mais le retour en héros d'Ivan Colonna interpelle et évidemment fait débat. On continue notre tour de table avec vous. Jean-Luc, c'est un coup de gueule. Oui, on peut appeler ça coup de gueule. Ouais. C'est la surprise le soir du premier tour des élections présidentielles, faite par TF1, qui pense que le premier tour n'existera donc pas, et on passe directement au film Les Visiteurs. C'est bien Les Visiteurs, hein, c'est les 18 fois qu'ils passent, mais c'est quand même incroyablement minoré le résultat du premier tour, qui demandera évidemment un débat. On voit à peu près comment ça va se passer, on peut le discerner, mais pas, quand même... Ou pas, il peut y avoir des surprises. Hein. C'est possible, mais faire comme si ces élections présidentielles étaient des élections régionales, en fait. Globalement, généralement, on peut comprendre qu'aux régions, on laisse ça après aux chaînes régionales. Mais là... une grande chaîne, c'est la plus grande chaîne d'information, hein, TF1 toujours, avec une bonne avance même sur le France Télévisions. Voilà, je trouve ça un peu... c'est un peu incroyable. Voilà, après TF1, c'est une chaîne privée, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est une drôle de situation qui va d'ailleurs avec la situation d'aujourd'hui par rapport à cette présidentielle. C'est-à-dire que moi-même, je suis vraiment dans le coup, je peux le dire, j'ai été surpris moi-même de penser que les élections avaient lieu maintenant dans 15 jours. Ouais. Voilà, on est dans une non-campagne présidentielle. Ouais. Ouais, alors Francis Letellier tout à l'heure était notre invité média et lui-même était un petit peu surpris en disant on ne sait pas ce qui peut se passer. Les sondages certes donnent aujourd'hui un certain étalonnage. Maintenant, que se passera-t-il si il y a une réelle surprise lors de ce premier tour? Est-ce que TF1 maintiendra son film? Vous en pensez quoi les uns et les autres? Peut-être Karl, vous qui avez été Karl Olive, homme de médias. Je pense que d'abord, je salue Jean-Luc Benamias qui nous a bien manqué hier avec le Variété Club de France à 3 dans l'eau, parce que c'est un grand footballeur. Juste, peut-être. Merci, Karl. Il y avait le choix entre Les Visiteurs et La Grande Vadrouille. Ouais. Bon. Je pense que TF1 fait déjà le pari de l'abstention pour envoyer un message à celles et ceux qui vont pas se déplacer pour passer à autre chose. Moi, je pense que c'est une erreur, mais quand je dis une erreur, et on partage tout ça ici, gauche, droite, petit, grand, moyen, rouge, vert, bleu, on a un effort et on a un exercice démocratique dont on a la chance en France auquel on a la chance en France de pouvoir participer, et il est la responsabilité de chacune et chacun, y compris vous, Valérie Expert, avec Sud Radio, d'inciter les citoyens à aller voter. Si d'ores et déjà on annonce l'arrivée de la course après l'arrivée du tiercé avant la course, c'est sûr que ça pipe les dés. Alors moi je regrette cette décision de TF1, et en tout cas je m'attelle, et je pense que Jean-Luc Benamias pareil, à faire en sorte que pendant 15 jours il faut aller mobiliser les uns et les autres pour aller voter autant que faire se peut, et puis derrière la démocratie fera son œuvre. Oui, Pascal. Oui, la politique, le point commun avec le football, c'est que rien n'est jamais joué d'avance. Donc méfiance, notamment sur l'abstention. Aujourd'hui, on nous annonce un taux élevé. On ne sait pas qui va s'abstenir. On ne sait pas quelle sera l'ampleur de l'abstention. Il y a encore beaucoup de citoyens qui ne sont pas fixés. La campagne, oui, elle a été retardée par la pandémie, par la guerre en Ukraine, mais on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent au dernier moment, qu'on réagit beaucoup avec les émotions, qu'on réagit beaucoup avec les dernières actualités. Donc il reste encore 2 semaines. C'est maintenant que dans les repas de famille, on va quand même commencer à en discuter. J'ai vu des jeunes, ils étaient en train d'en parler à la sortie d'un amphi. Donc voilà, on entre. C'est difficile quand même de préjuger aujourd'hui que la soirée électorale ne va pas rassembler des millions de Français. Je rappelle quand même... Alors il y a d'autres chaînes, il y a le service public qui sera là. Il y a le service public, etc. Mais quand on veut jouer l'audience, comme c'est le cas TF1, c'est difficile de se passer de ça. Il faut quand même savoir que
les audiences pendant la pandémie, les allocutions du président, on était sur des chiffres énormes, dignes de finale de la Coupe du Monde, voire beaucoup plus élevés. Donc je trouve que c'est un peu tôt pour préjuger que cette élection n'intéressera pas ou trop peu les Français. Alors à savoir aussi que TF1 est une chaîne d'info, qui est LCI. Oui, voilà, ils peuvent aussi jouer la complémentarité. Ils jouent la complémentarité. C'est ce qu'ils vont faire. Mais c'est vrai que c'est une première, Georges. Ça peut faire en même temps mon coup de gueule, parce que c'était à peu près la même chose, et je vais prendre entre autres cet exemple de TF1. Moi, je pense qu'on est dans une crise démocratique assez profonde, qui se manifeste de multiples manières, et qui a commencé en 2005, enfin plutôt en 2008, avec la caste politique qui s'est assise à Versailles sur le vote référendaire des Français contre le traité constitutionnel européen. Dans cette présidence, il y a eu le traitement faussement démocratique des Gilets jaunes, avec des cahiers de doléances qui n'ont pas été... ont tous disparu dans les préfectures, enfin on y a accès, mais bon, ils n'ont pas servi à grand chose. De nombreux grands débats qui ne satisfont pas le Ségur de la santé, ne satisfait pas les gens de la santé, le Beauvau de la sécurité ne satisfait pas les policiers, les assises, les états généraux de l'alimentation ne satisfait pas du tout nos agriculteurs, en particulier les petits. Bon, il y a un sentiment la Convention citoyenne sur le climat. Exactement. Non, mais il y en a plusieurs comme ça. Et donc là, c'était une idée même du gouvernement, d'Emmanuel Macron. Bon, il passe par-dessus les institutions comme il le fait régulièrement, entre autres avec McKinsey. Ça aussi, c'est un problème, je pense. Les gens se rendent compte. Si c'est des cabinets qui décident, ça sert d'aller voter. Mais là, c'est le gouvernement qui choisit 150 citoyens, qui certains n'y connaissent rien. Et puis pendant 6 mois, ils se mobilisent. Ils deviennent bons sur le sujet. Ils proposent des choses. Et résultat des courses, non, on va pas faire ce que vous proposez. Ça a un effet, tout ça. Et l'effet, c'est que, mais comme vous avez dit, on peut avoir des surprises. Et on peut avoir des très mauvaises surprises. Alors je voulais juste préciser sur 2005, c'est en effet un discours qui est tenu chez Zemmour, chez Mélenchon, chez Le Pen, comme quoi on n'a pas respecté le vote des Français. Si, parce que 2 ans après, il y a une élection présidentielle et il y a les 3 candidats, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, qui tous ont dit, on fera le traité de Lisbonne, et ils ont réuni 80% des voix à E3. Donc du coup, c'est un choix démocratique. Si vous voulez, mais on ne peut pas dire le contraire. Dans le Royaume-Uni que vous critiquez, 80% du Parlement... Je critique Boris Johnson. Dont Boris Johnson, qui était contre le Brexit. Dont Boris Johnson, 80% des députés britanniques étaient contre le Brexit. Eux ont appliqué la décision de voter par leurs citoyens. Mais en 2007, les Français ont revoté. Ils ont voté. Jean-Luc, j'ai été député européen à l'époque et je faisais campagne pour le oui. Mais pendant toute la campagne, j'ai bien exprimé le fait que si le peuple votait non, si on fait un référendum par rapport à ce genre de grande situation politique et géopolitique, on respecte le mandat qui a été donné par le peuple. Et depuis, la désaffection politique dans le pays n'a cessé d'augmenter. La radicalisation d'un certain nombre de personnes n'a cessé d'augmenter. Et je base ça sur la base de non-respect d'un référendum. Et c'est à ce niveau-là une énorme erreur démocratique qui n'est toujours pas rattrapée. Oui, mais Jean-Luc, je peux pas partager ce que vous dites. Vous en êtes aussi responsable. On est tous responsables, effectivement, de ces désaffections. Il faut bien le reconnaître. Concernant les Verts ou les écologistes, c'est souvent envers et contre tout. On pourrait prendre des exemples entre Monsieur Jadot et Madame Rousseau. Et moi, je partage absolument pas l'idée de dire il n'y a pas de campagne. Ça, c'est vraiment l'apanage de celles et ceux qui sont aux fraises, notamment aujourd'hui dans les sondages. Et il peut y avoir effectivement des surprises. Mais pardonnez-moi, la météo, elle est la même pour tout le monde. Donc à un moment donné, plutôt que de taper systématiquement depuis 6 mois sur un seul homme qui était Macron, rien n'empêchait les candidats de parler de leur projet pour la France. Et ça n'a absolument pas été le cas. Et aujourd'hui, on se dit, mince, on a des problèmes de temps de parole. Bah oui, mais plutôt que de taper dans la gueule matin, midi et soir sur un seul même mec qui, en plus, va faire monter dans les sondages, parce que les Français n'aiment pas ça, il aurait fallu plutôt être proactif, être acteur de sa campagne, plutôt que spectateur de celle des autres. Et où je rejoins pas ce que disait Georges tout à l'heure, moi, typiquement, je vois le grand débat dans les collectivités, et on va peut-être en reparler directement, il y a quand même des choses qui sont montées. D'où sort le RSA ?
la réciprocité entre les droits et les devoirs. Moi, je me souviens, sur les cahiers de doléances, on avait une personne qui s'appelait Aude qui disait, tant qu'on aura un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler, alors on continuera d'avoir un vrai fossé aujourd'hui de justesse et de justice sociale. Ça sort du grand débat. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on a un sondage du JDD hier soir qui dit que 8 Français sur 10, Ipsos ou l'IFOP, sont d'accord avec cette proposition de contrepartie, entre guillemets, de RSA, dont je rappelle que dans RSA, il y a revenu de solidarité active, donc de revenu. Et le revenu, qu'est-ce qu'un revenu sinon le fruit d'un travail, d'une contribution? Bah oui, on est en phase avec ce qui est ressorti, notamment de ce grand débat. Enfin, est-ce que c'est le point principal de ce qui est ressorti? Il n'y avait pas que ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Évidemment, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Mais on a eu quand même beaucoup de choses, Valérie Expert, si je peux me permettre, sur la réciprocité entre le droit et les devoirs. Évidemment que sont ressorties des choses qui ne plaisaient pas aux retraités, et on peut les comprendre. Je l'ai vérifié. On a vérifié 3000. Effectivement, vous avez ça, parce qu'il y a une concurrence qui est organisée entre les plus faibles dans la société. Et puis il y a des gens qui travaillent, qui ne supportent pas que certains ne fassent rien parce qu'il y a des abus. Et puis il y a la classe moyenne. Vous savez ce qui revenait le plus en dehors du RIC? C'était remettez l'ISF, taxer les riches. Vous savez très bien, c'est ça qui ressortait le plus, mais de manière systématique dans tous les... et je ne crois pas que là, M. Emmanuel Macron ait trouvé valable de suivre les propositions du peuple français. Voilà. Et tout ça va avec une période qui, depuis excusez-moi Jean-Luc, depuis 97 où il y a eu depuis 92 où on a eu le référendum sur le premier là sur Maastricht, on a une concentration de la puissance financière dans quelques mains. En 1996, les 500 fortunes de France détenaient 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 43%. Ça aussi, et Emmanuel Macron a été appelé le président des riches, il a contribué avec la flat tax, l'ISF et bien d'autres dispositions à améliorer non pas la fortune même du bourgeois parisien qui a son appartement, mais la fortune du plus fortuné des fortunés qui en milliards dont l'argent sort de l'économie française. Et même Pécresse est favorable à la suppression de l'ISF? Mais je sais pas, moi, Pécresse, on parle d'Emmanuel Macron. Non, mais le problème est que tout cela participe du désamour de cette politique-là. Et il faut faire attention à ce on ne sait pas ce qui va arriver. Il y en a une qui fait une campagne, doucement. La France périphérique, c'est Marine Le Pen. Elle le fait sur le pouvoir d'achat. Et à trop matraquer comme des bombardiers stratégiques dans tous les médias, comme si rien ne se passait, et puis Emmanuel Macron va gagner de toute façon. C'est là qu'on a les très très mauvaises surprises. Et c'est comme ça qu'un jour, Louis XVI a écrit 14 juillet, il ne se passe rien. En fait, le plan de relance qui a été fait, qui a permis à 30% des Français de ne pas être au bord du chemin, c'est quand même pas. C'est pas un plan de relance. Les Américains ont fait un plan de relance. Ils ont fait 8 000 milliards de dollars. Vous parlez de pouvoir d'achat. Donc quand on est vers quasiment le plein emploi, où on est à 7% aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait quasiment depuis 20 ans et depuis 40 ans chez les jeunes. Oui, mais vous savez, sur le terrain, moi je vous le dis en tant que maire. C'est des fantasmes. Non, c'est pas des fantasmes. C'est des fantasmes. Mais non, c'est pas du fantasme. Regardez le halo du chômage de l'INSEE. Je vous dis que dans ma collectivité, comme dans nombre de collectivités de France, notre premier combat, c'est l'emploi. Parce que derrière, l'emploi, c'est aussi synonyme de pouvoir d'achat. Donc on peut pas dire tout et son contraire. Quand on a une croissance. Je ne dis pas à vous que vous faites rien, surtout les maires. Non, j'entends pas. Mais moi, je me retrouve en tout cas dans ces idées-là. Tout n'est pas parfait, je vous rejoins, Georges. Tout n'est certainement pas parfait, évidemment. Mais de dire que le grand débat, les doléances n'ont strictement servi à rien, c'est faux. Mais ils sont où les cahiers de doléances, demandent beaucoup d'auditeurs en disant ils sont où les cahiers de doléances justement partis en fumée avec Notre-Dame? Est-ce que les cahiers de doléances n'ont pas demandé qu'il y ait moins de politique véreuse? Ça c'est ce que dit Chris, mais ils sont où les cahiers de... Ils prennent la poussière, les cahiers de doléances. Est-ce qu'ils ont été oui, enfin on a la porte d'entrée que vous voulez bien en faire. Nous, les cahiers de doléances où on a dû avoir 12 000 doléances sur une collectivité qui en fait 40 000, c'est plutôt pas mal. Transféré à la préfecture et tamisé par les édiles pour faire remonter au sommet de l'État via ou les préfets ou les députés ou les sénateurs. Donc après, il faut évidemment s'en saisir. Et je trouve que c'est facile de balayer d'un revers de manche. Chacun aura à façonner et j'espère que les autres candidats, Jean-Luc, comme Georges avec vos soutiens respectifs, que vos soutiens respectifs les utiliseront. Oui, je voudrais bien savoir. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous, avec Carl Olive, Georges Kuzmanovic, Jean-Luc Benamias et Pascal Jalabert. Donc nous évoquions, suite un petit peu à vos coups de cœur, vos coups de gueule, le RSA, Emmanuel Macron qui a donc proposé de conditionner le RSA
RSA une contrepartie de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Visiblement, ça n'a pas été très bien compris. On l'a entendu dans le zapping tout à l'heure avec Richard Ferrand qui dit mais non, il n'est absolument pas question d'emploi d'intérêt général. Le Premier ministre dit il y aura une activité obligatoire. Enfin, Bruno Le Maire dit il n'en est pas question. Pascal Jalabert, c'est un peu du couac. Voilà, la difficulté, il ne suffit pas de dire qu'on va faire travailler les bénéficiaires du RSA. Il faut dire quelle tâche on va leur confier. Et là, ça demande beaucoup de travail. Normalement, ça aurait dû quand même être un peu préparé avant. Bon, on peut citer quelques exemples. Je vous donne un exemple. Là, il y a eu des crues, par exemple. Quand on regarde les rivières post-crues tout autour, c'est sur les berges, c'est plein de plastique, d'arbres arrachés, de buissons. Bon, ça peut être le genre de tâches qu'on leur confie. On ne peut pas être contre le principe qui donne une allocation doit. L'allocation est faite pour revenir à l'emploi et pour aider les personnes à se réinsérer. Après, en effet, il ne faut pas que ça entre en concurrence avec des métiers du marché, quoi, c'est-à-dire qui existent déjà et qui d'ailleurs parfois peinent à recruter aujourd'hui. Donc, il faut qu'Emmanuel Macron aille plus loin et dise voilà quel type de tâches on va confier à ces bénéficiaires du RSA. Ça fait partie du travail d'un candidat et d'ailleurs, globalement, moi je trouve dommage que dans les programmes on n'aille pas très loin et qu'on soit très précis parce que là ça manquait de précision. Voilà, les Français verraient précisément ce qui va se passer, ne découvriraient pas des lois à l'occasion d'interviews ou de prises de parole comme ça à l'Assemblée. En Allemagne, les programmes sont discutés, débattus pendant la campagne et strictement appliqués par ceux qui les ont promus et qui ont remporté l'élection. Oui. Comment vous expliquez que les membres du gouvernement, Carl Olive, aient eu autant de mal à justifier cette mesure ou à la comprendre et aille un petit peu à contre-courant de ce qu'avait dit le président? Bon, d'abord, on peut parler de la forme et du fond. Sur la forme, on a entendu, est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est de la contribution, est-ce que c'est effectivement, comme le dit Pascal Jalabert à juste titre, moi je vois bien ce qu'on peut imaginer sur des épisodes de crue, sur des épisodes neigeux, sur des épisodes d'épidémie où on est dans l'accompagnement et je crois que c'est le sujet. Sur le fond, tout le monde partage cette idée, que de dire qu'on est encore une fois dans la réciprocité entre les droits et les devoirs. Et ça date pas d'hier. Le RSA, rappelons-nous, sort du RMI, le revenu minimum d'insertion. Et dans revenu minimum d'insertion, il y a revenu et il y a insertion. Comme dans revenu de solidarité active, on a le mot actif, on a le mot revenu qui revient également. Donc les Français sont encore une fois majoritairement pour. 8 Français sur 10, sondage je regardais de l'IFOP pour le JDD, ça n'étonne personne. Et ça fait des années, moi à titre personnel, que je réclame au président ces réciprocités entre les droits et les devoirs. Alors là, on parle du RSA, on pourrait parler d'autres choses. En revanche, ce sur quoi moi je suis contre, et à la différence d'autres candidats, c'est qu'on parle d'équivalence de tiges, de travaux d'intérêt général. Ça n'a rien à voir. Le travail d'intérêt général, c'est une réparation judiciaire. Donc là, c'est pas être fautif que d'avoir le RSA. En revanche, il faut effectivement une contribution, une contrepartie. Sinon, il faut pas appeler ça RSA, il faut appeler ça allocation chômage. Oui, mais comment? Sous quelle forme? C'est ça la question aussi qui peut se poser. Sur ce que je disais, au c'est niveau un travail d'intérêt général. Si vous demandez à quelqu'un d'aller déblayer le travail d'intérêt général, c'est une réparation judiciaire. Donc c'est une faute et c'est une réponse à une sanction. Donc là, vous payez ceux à qui vous allez demander d'aller déneiger ou de... On paye pas, on a un accompagnement qui est fait pour leur permettre ensuite de pouvoir recouvrer, pourquoi pas, une activité. Moi, typiquement, dans ma collectivité, j'ai 40 emplois qui sont accessibles. On pourrait imaginer que après avoir eu ce pied à l'étrier de ces jeunes qui sont, ou moins jeunes qui sont au RSA, puissent effectivement entrer dans la collectivité après avoir, pourquoi pas, été formés sur des travaux. Et il serait pas possible de faire ça directement et payer les gens au SMIC? Soyons sérieux, on ne vit pas avec 500 euros. Et 500 euros, c'est le maximum du RSA. On ne vit pas avec 500 euros en France, aujourd'hui, honorablement. Mais Jean-Luc, on parle pas de métier, là. réels on à parle ce pas de niveau-là, métier. par rapport...
par rapport à tout cela et créons des emplois réels nationalisés si vous voulez. Pourquoi pas? Ça a été fait aux États-Unis avant la guerre de 40. Faisons cela, mais payons les gens un vrai salaire, un vrai revenu. On parle pas de déjà le minimum à 1 200 € net. C'est un minimum qui est difficilement vivable quand on vit notamment en milieu urbain. Mais enfin quand même. Soyons sérieux, 500 € pour le maximum du RSA. Vous croyez que les gens sont contents? Mais donc, Jean-Luc Benamias, une fois qu'on a dit ça... Des bénéficiaires, je finis. Il y a 2% des bénéficiaires du RSA qui peuvent vivre avec eux, parce que ça va avec leur mode de vie. Mais pour 98%, ça ne va pas du tout. Soyons sérieux. Et donc, une fois qu'on a dit ça, donc on laisse les gens avec les 500 et quelques euros, les bras croisés, sans rien faire. Je vais vous donner un exemple. Jean-Luc, je vous donne un exemple. On fait vraiment des politiques d'insertion, ce qu'on a toujours eu du mal à faire depuis le RMI, tu le sais. Jean-Luc, je vous donne un exemple. Dans ma collectivité, dans le département des Yvelines, c'est 22 000 emplois non pourvus. Dans la collectivité, la ville de Poissy, 400 emplois non pourvus. À la mairie, 40 emplois non pourvus. Donc j'ai de l'activité. Et je dis à des jeunes qui viennent me voir, on voudrait travailler dans la collectivité, pas de problème les gars. Première question, combien tu nous files? Bah les gars, vous allez démarrer avec le SMIC. Je dis mais ça va pas Karl, c'est pas possible. On a le RSA à 588, on a des APL, on a des aides, et en gros, on a 900 € à peu près par mois. Donc, en gros, tu vas nous donner 1200, 1300, moins les 900 €, 400 € pour bosser 35 heures. La réalité du terrain, Jean-Luc Benamias, elle est là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait une réciprocité entre les droits et les devoirs pour qu'on ait conscience qu'il faut aller travailler plutôt que de rester chez soi. Ça fait partie de ces outils. On peut comprendre ce qu'ils disent aussi. Aller travailler 35 heures pour 400 €. Ah ben dès lors où il y a une faille dans le système, et je pense que ça permet effectivement peut-être de mettre un coin. Enfin, vous savez, beaucoup en ont parlé, hein, personne ne l'a fait. Mais il y a beaucoup d'employeurs qui racontent aussi qu'ils ont des gens, qui ne veulent pas travailler parce qu'ils ne veulent pas perdre le RSA. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il aurait peut-être fallu pouvoir travailler, c'est-à-dire garder le RSA le temps, perdre le RSA le temps qu'on travaille. Ça peut être une piste, mais on peut gloser sur tout. Ce que je constate, c'est qu'encore une fois, beaucoup l'ont imaginé. Et que là, ça rentre effectivement dans l'engagement de campagne. Hein. Ouais, mais c'est pas très. Alors sur la forme, il y a certainement encore une fois des choses à travailler, à ajuster. Mais enfin sur le fond, la proposition, elle est là. Et si le candidat que je soutiens est élu président de la République, Emmanuel Macron, elle sera mise en place. Et on arrêtera d'en parler. On va y revenir. On doit marquer une pause, c'est petite pub, et on revient tout de suite. Et vous aurez la parole, Georges Kuzmanovic, sur le sujet. Débat avec vous jusqu'à midi. Nous parlions du RSA, de ce que veut faire Emmanuel Macron, de ce qu'expliquait Carl Olive, à savoir une réciprocité. Georges Kuzmanovic, pour poursuivre le débat. Vous n'êtes pas d'accord? C'est comme d'habitude, c'est aborder le problème par le petit bout de la lorgnette et en allant taper sur les plus faibles et les plus pauvres dans la société. Cette idée est vieille comme la droite. Hein. En 1995-96, Juppé proposait la même chose, c'était le RMI à l'époque. Vous vous souvenez, en 2011, c'était Monsieur Wauquiez qui proposait de faire travailler les gens qui étaient au RSA. Ça a été repris par Nicolas Sarkozy. Bon, voilà, Emmanuel Macron reprend cette idée. Mais le problème dans ce pays, c'est qu'on a détruit 3 millions de travail industriel, 3 millions d'emplois industriels, des bons emplois, de production industrielle. Notre pays a une balance commerciale négative de 85 milliards, 77 milliards l'année dernière, elle sera de 95 en 2022. Il n'y a pas de travail dans ce pays. Et on peut tourner la boule dans tous les sens. À la fin, il n'y a pas réellement de travail parce qu'on a décidé d'être dans une économie totalement ouverte, où on a délocalisé nos usines en Chine. C'est parfait, d'ailleurs, soit en passant dans le conflit géopolitique qui est en train de se nouer à l'échelle mondiale. Et il n'y a pas de réels emplois. Vous en avez sûrement dans les mairies, mais statistiquement, c'est pas bon. Et je vais vous donner les statistiques. En 2018, il y avait 8,9 millions de pauvres en France. On en est à 10 millions de pauvres. 8 millions de personnes ont fait la demande d'aide alimentaire. En 2018, il y avait 1,4 million de demandeurs du RSA. Ça coûtait 8 milliards à l'État. Maintenant, ils sont 2 millions. Il y a un problème. Un transfert d'emplois vers du RSA, ça coûte quelques 12-13 milliards d'euros. C'est colossal. Mais moi, je vous ferai une autre comparaison. C'est qu'on est à combien? On est à 75 milliards de niches fiscales. On est à 80 milliards de la fraude. 80 milliards de fraude à l'URSSAF. On est à 25 milliards de fraude à l'impôt sur le revenu. Ça fait beaucoup au total. On dépasse largement les 150-160 milliards par an, avec lesquels on pourrait peut-être, si on n'avait pas sabordé tout notre appareil de collecte d'impôts, parce qu'on a
perdu 20 000 emplois dans les inspecteurs des impôts et les douaniers sur les 20 dernières années. On aurait les moyens, peut-être là, d'avoir une manne financière pour réindustrialiser. Ça serait ça la véritable relance. Et si vous réindustrialisez le pays, si vous mettez du vrai travail, pas des boulots là, de ramasser des poubelles avec les rivières débordent. Mais oui, mais il faut bien le faire. Mais justement, et c'est ce que je vous disais en aparté tout à l'heure, ça s'est fait en Grande-Bretagne avec le Brexit. Tous les salaires depuis le Brexit augmentent parce qu'il n'y a plus la concurrence déloyale non protectionniste imposée par l'Union européenne, qui fait que oui, j'ai des amis qui sont agriculteurs et dans le contexte européen, vous ne pouvez pas trouver de manière compétitive des gens qui vont travailler dur comme des paysans polonais, bulgares ou roumains, n'en parlons pas des Ukrainiens. En France, ça n'existe pas, à moins de détruire toute la protection sociale, que les gens ne puissent plus aller à l'hôpital, n'aient plus aucun RSA et soient obligés d'aller crever au travail pour 5 euros. Justement, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est donc, il faut réindustrialiser, comme disait. Oui, ça. Mais ce sont des emplois qui demandent. C'est pas en fermant les frontières qu'on va réindustrialiser, c'est pas possible. Ça s'appelle mettre du protectionnisme. Tout simplement, comme font nos amis américains, allemands, chinois. Mais en formant aussi à ces métiers. Évidemment. Mais parce qu'il y a un problème de formation. En se projetant dans l'avenir, en se disant, vous faites une formation, vous allez travailler 10 ans dans un métier qui va rapporter. Du RSA ou du RMI, l'échec, il est en effet sur la partie insertion. Et il existe quand même des procédés, des moyens qui ne sont pas utilisés. Je vais citer 2 régions, une de gauche, une de droite, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. En Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est Mme Delga, M. Wauquiez, ils ont développé des écoles de la deuxième chance, où vont des personnes éloignées de l'emploi, certains bénéficiaires du RSA ou des allocations de solidarité, et qui là arrivent à retrouver une voie. Et ce traitement, ça fonctionne. Moi, je pense que l'État ferait bien de s'alléger de tout ça vers les collectivités qui connaissent mieux leur bassin d'emploi, qui sont au contact direct de ces personnes souvent éloignées de l'emploi depuis longtemps et qui peuvent mener ces politiques de ça, c'est une des propositions. Hein. France Travail. Oui, mais vous avez raison. C'est pas pour dire que les politiques ne font rien. Ils travaillent. Il y a du travail qui existe. Le tout, c'est de donner les moyens. Donc ça veut dire qu'il y a du travail pour tous les Français. C'est juste ils se cachent et les Français ne vont pas travailler. Pas du tout. Il est clair qu'on a laissé partir beaucoup d'emplois. La crise sanitaire est un révélateur. On a vu qu'on ne savait plus fabriquer de masques, qu'on ne savait plus fabriquer de médicaments. Donc réindustrialiser le pays, recréer une armature productive, c'est évident que c'est une nécessité, mais ça ne se fera pas qu'en fermant les frontières. Mais derrière, il faut peut-être donner aux collectivités les moyens de mettre en adéquation formation, réindustrialisation, emploi. Non, mais la question des salaires, surtout, qui est au cœur, c'est ce que nous disent beaucoup d'auditeurs. Parler des emplois à foison en contrat précaire. On nous dit peut-être aussi que si les gens ne perdent pas toutes les aides à partir du moment où ils gagnent le SMIC, il y aurait peut-être plus de gens qui accepteraient de travailler. On vous demande, Carl Lelièvre, si vous accepteriez de bosser pour un taux horaire ou de ces gens au RSA à qui on propose de bosser 35 heures, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont confrontés aussi à une réalité du travail qui est terrible. Alors ça, c'est un mauvais exemple parce que le taux horaire d'un maire aujourd'hui, j'ai fait le calcul par rapport aux heures de travail, mais encore une fois, je me plains absolument pas, c'est 8,50 €. Donc ça, c'est le mauvais exemple. En revanche, ce qu'on peut dire évidemment que si on veut que les emplois et que le financement augmente, il n'y a pas d'argent facile. Et il n'y a pas que le Yaka Faucon. On a un record aujourd'hui de réindustrialisation en 2021 en France. Donc ça va dans ce sens. Et je rejoins Monsieur Jalabert et ce que disait Georges à l'instant. L'histoire nous montre géopolitique qu'il va falloir évidemment non seulement réindustrialiser, mais avoir un peu plus d'indépendance par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et encore, on n'est pas les plus mal lotis de l'Europe. On pourrait prendre le cas de la dépendance énergétique de l'Allemagne ou par exemple des Pays-Bas avec la Russie. Donc évidemment, le sens de l'histoire est celui-là. Maintenant, de dire que le Brexit a apporté toutes les solutions, oui, enfin si on veut fermer les frontières et puis ce que disait Valérie Expert, c'est une amélioration des salaires. Je suis pas sûr que ce soit le problème, c'est l'amélioration des salaires. Réellement, ça fait partie du problème. Et puis encore une chose, on oublie toujours. Quand on donne 500 ou 530 € ou 400 ou 300, même comme l'a fait Monsieur Emmanuel Macron avant les régionales, sans que ça mobilise trop les jeunes. Mais on dit c'est de l'argent jeté par la fenêtre, les gens n'en font rien. Mais non, les gens qui touchent 500 €, ils vont pas ouvrir des comptes en banque aux îles Caïmans. Tout est dépensé. Aux États-Unis, ils ont donné
plusieurs milliers de dollars à tout le monde. Juste parce que les gens, cet argent, ils s'en servent pour acheter des baguettes de pain à manger, payer les transports, et que ça fait tourner l'économie. Si vous coupez ça, vous asséchez l'économie. Mais évidemment, je crois qu'on est complètement d'accord. Enfin, moi, je suis pour le principe du cercle vertueux de l'économie locale qu'on met en place dans les collectivités. Je pense que ce qui est bon dans les collectivités est bon pour la France. Sauf que nous, au quotidien, on est effectivement dans la réciprocité entre les droits et les devoirs, qu'on explique les règles, que les règles, on les interprète pas, qu'on les applique. Et je pense que cette idée-là, c'est pas la panacée, mais elle va dans le bon sens en matière de RSA, en matière de mutualisation des aides, en matière de mutualisation effectivement de France Travail pour mutualiser le pôle emploi, pour mutualiser les missions locales, les secteurs d'emploi dans les départements et dans les régions. Ça va dans le bon sens et on verra ensuite si effectivement on continuera à baisser l'emploi. On va quand même pas à baisser le chômage. On va quand même pas s'en plaindre. On peut partager ici quand même qu'avec 7,4% de taux de chômage en France, on est sur des niveaux historiques. La croissance est là, donc ça va dans le bon sens. Mais il n'y a pas de croissance. On a une croissance négative par rapport à ce qu'il y avait avant la crise de la Covid, ce qui est normal. On jouait sur les chiffres. Moi, j'ai une question sur France Travail. Ça va coûter un pognon de dingue de changer Pôle emploi pour France Travail. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire tous les papiers en tête, les enveloppes, les logiciels, les machins. À quoi ça sert ? Ça sert que si on arrive derrière, Valérie, à voir... Vous croyez que ça change quelque chose de changer Pôle emploi en France Travail ? Oui. Alors c'est pas simplement, évidemment, j'entends ce que vous dites, c'est pas simplement l'appellation, c'est pas simplement Pôle emploi, c'est tous ces outils qui vont et convergent vers l'emploi, que ce soit Pôle emploi, que ce soit les missions locales, que ce soit les services emploi dans les départements, les services emploi dans les régions. On a foison d'emplois. Moi, typiquement, je vais vous dire, je pense que l'efficacité, pardon du pléonasme, efficiente que nous avons en matière d'emploi, ce sont les collectivités qui le font. On met des salons de l'emploi, on fait des 4 heures de l'emploi, de salons de l'étudiant, le salon de l'apprentissage. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc je pense qu'il faut plus de lisibilité. Souvent dans ce pays, c'est ça. Plus de lisibilité, plus de vulgarisation à l'endroit des Françaises et des Français, qui fait que quand on a 16 ans, 18 ans, 20 ans ou 25 ans, on sait à quelle porte aller frapper. Et si ça France Travail... Pôle emploi ou France Travail, ça change. Ça s'appelait ANPE avant. Le passage de l'ANPE à Pôle emploi n'a pas marqué un recul du chômage en France. Pas comprendre. On parle pas simplement de Pôle emploi. Aujourd'hui, vous êtes dans l'insertion, vous n'allez pas forcément à Pôle emploi, vous allez à la mission locale. Si demain le guichet devient un guichet unique de l'emploi, on va gagner en efficacité. Mais là, il n'y a pas un guichet unique aujourd'hui avec Pôle emploi ? Mais non, c'est pas un guichet unique de l'emploi. La preuve que non. La mission locale, c'est quand même des choses qui vont vers l'insertion et donc vers l'emploi. Si demain ces services sont mutualisés, on va gagner en efficacité. Comme il existe des guichets uniques pour nos aînés et ça fonctionne très bien. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire où je vous rejoins, c'est que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Non. Et ça, c'est des remontées de terrain qui sont validées par le terrain dans les contributions des maires, quelle que soit leur sensibilité et des citoyens. Et je pense que ça va dans le bon sens. Et cette réciprocité, j'en reviens, entre les droits et les devoirs, elle est réclamée par une très grande majorité de Français. Jean-Luc ? Il n'y a pas de baisse du chômage. Il y a une baisse d'inscription à Pôle emploi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Car quand on regarde les chiffres de la pauvreté, et notamment de ceux qui touchent le RSA, ça ne cesse d'augmenter. Ah oui. Et donc, cette histoire de baisse du chômage, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, je rappelle que par rapport aux millions de chômeurs, la moitié ne touche pas 1 centime à la fin du mois. La moitié. Il n'y a qu'une moitié qui touche une partie de salaire ou une partie de revenu. Et pour le reste, on n'a pas réussi depuis 30 ans à faire l'adéquation entre les emplois quand même existants et ceux qui pourraient les occuper. Et c'est une des choses prioritaires à mettre en place. Alors on peut parler d'école de la seconde chance. Pascal, des écoles de la seconde chance, il y en a dans tous les départements et toutes les régions. Il y en a aussi à Marseille. Sauf que les moyens qui sont mis derrière, on peut sauver 1/10, 1 centième, sauver entre guillemets, 1/10 ou 1 centième des gens qui y participent. Parce que ça demande une permanence, une pertinence, un suivi extrêmement important. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est de mettre en adéquation la formation et les emplois existants. Et c'est toute la structure qui est à remettre en place par rapport à cela. C'est un travail extrêmement lourd et extrêmement important à faire. Ouais, alors moi, je vais faire un plaisir à Jean-Luc, mais je pense qu'il y a aussi des gisements non exploités. Je vais donner qu'un exemple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. On s'est fait dépasser par l'Espagne et par l'Italie qui partaient de rien sur l'isolation, sur les passoires thermiques, et on n'a toujours pas un appareil de formation suffisant
pour créer ces emplois-là. Travailleurs détachés, vous allez dans Paris, comme c'était à Londres avant, la lingua franca de ceux qui travaillent dans le bâtiment, c'est polonais, roumain, bulgare, ukrainien. Je parle de ce secteur-là qui est à la fois vertueux pour le climat, personne ne va en douter, qui donne plus de confort à l'intérieur du logement et qui permet en plus de gagner du pouvoir d'achat en baissant la facture énergétique et en prime de créer des emplois. Donc à moyen terme. Donc pourquoi on ne va pas à fond là-dessus? Alors tous les gouvernements en ont parlé depuis 1993. Il n'y en a aucun qui a vraiment mis le paquet. Mais la prime Rénov', elle est là pour ça. Oui, mais ma prime Rénov', mais qu'est-ce que c'est? Moi, je connais des entrepreneurs. Je connais des maçons qui ont des petites boîtes de maçonnerie avec 5, 6, 7 salariés et ils disent si je respecte tout, si je veux que mon voisin qui travaille dans mon entreprise, je dois payer toutes les taxes parce qu'il y a des règles en France, et mon concurrent à côté, il embauche des travailleurs détachés qui viennent de Roumanie. Et donc lui, il peut baisser la facture. Moi, je peux pas, je perds des contrats. C'est vrai. Point. Ouais. Si encore une fois, vous parlez fermer les frontières, c'est pas fermer les frontières, mais pas que ce soit ouvert à tous les vents et que tous les Français qui sont ici se trouvent rien n'empêche de faire de la régulation, avoir une concurrence totalement déloyale. Le pendant de cela, je vous rejoins, c'est arrêtons avec toutes ces normes, pardonnez-moi, à la con dans ce pays, la technostructure. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. L'autre solution, c'est soit on fait qu'il y ait des bons salaires, soit on réduit les normes qui font qu'il y ait moins de salaires. Ça peut pas être binaire en fermant les frontières et en disant. C'est pas en fermant les frontières, c'est le travail détaché, ça n'a rien à voir. On marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour la suite de nos débats, tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi, il nous reste plus tellement de temps, mais je voulais qu'on évoque ce qui se passe en Corse, ce cercueil d'Ivan Colonna accueilli par une haie d'honneur, des drapeaux en berne, en particulier sur dans les collectivités corses qui ont mis les drapeaux en berne, donc, et à savoir est-ce que c'est acceptable. On a vu qu'il y a eu des émeutes urbaines, les obsèques ont lieu demain à Carguez. Qu'est-ce que vous en pensez, Carl Olive? Parce que là c'est carrément collectivité qui décide de rendre un hommage à Ivan Colonna. J'écoutais hier un écrivain corse, Paul-François Paoli, qui disait ceci: on peut être un criminel à 25 ans et se révéler être un gentil garçon, mais je suis contre cette héroïsation. Ouais. Oui, ce qui s'est passé à Arles est inacceptable. On peut être condamné à perpétuité, on n'est pas condamné à mort, et Ivan Colonna a perdu la vie ainsi. En revanche, Ivan Colonna a été 3 fois condamné par la justice française pour l'assassinat d'un préfet de France, le préfet Erignac, que j'ai bien connu puisqu'il était issu des Yvelines, et ça n'en fait pas aujourd'hui un héros pour autant. On est sur un fil de crête, et aujourd'hui la mise en berne des drapeaux qu'on a entendus effectivement est quelque chose d'inapproprié à tout le moins. Moi, je ne peux pas avoir de pensée pour la famille du préfet Erignac, pour laquelle je pense que les plaies sont encore un peu plus ravivées depuis quelques jours, et sur ces actions qui sont mises en place. Oui, Pascal, le mot inapproprié me paraît convenir. C'est quand même voilà, l'assassin, il a été jugé, donc il n'y a pas à discuter. Il a été jugé, il a assassiné un préfet, c'est-à-dire représentant de l'État français. Donc voilà, on met pas les drapeaux en berne pour ça, quoi. Après, les Corses respectent le temps du deuil de la famille pour le moment. Voilà, Ivan Colonna n'est pas un héros. Voilà. En revanche, en effet, il faut toute la transparence sur ce qui s'est passé dans la prison d'Arles et établir tous les dysfonctionnements. Ouais. Ça, on le doit à la famille d'Ivan Colonna quand même. Oui, mais c'est vrai. Surtout. Oui, pardon, Jean-Luc Benamias. L'assassinat du préfet Erignac est une honte qui a pu coûter cher à la population corse. Mais ne pas comprendre ce qui se passe en Corse maintenant depuis quelques années, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les autonomistes ou les régionalistes ont maintenant le pouvoir en Corse au niveau électoral d'une très très large majorité de Corses. Aux dernières élections territoriales, il y avait 4 listes autonomistes ou régionalistes ou nationalistes. Elles ont fait, à tous les 4, 70% des électeurs et électrices de Corse, avec en plus un taux de participation qui dépassait largement la participation en France hexagonale.
Ne pas comprendre que maintenant on doit aller sérieusement vers une reconnaissance de l'autonomie territoriale, je dis bien autonomie territoriale de la Corse. D'ailleurs, un garçon extrêmement modéré, il s'appelle Gilles Simeoni, qui, comme chacun sait, ces derniers jours, avant malheureusement l'assassinat de M. Colonna, était en discussion avec le président Macron. On doit maintenant respecter les votes des électeurs et des électrices de Corse et faire que ce respect de l'autonomie, de demande d'autonomie, qui va très loin, ça dépasse les clivages totalement en France, droite-gauche, complètement. Ça n'a quasiment strictement rien à voir. Voilà. Alors, l'histoire des drapeaux est une histoire qui, évidemment, d'un point de vue hexagonal, est une histoire qui n'est pas comprise. L'histoire des drapeaux, d'un point de vue sur l'île, je peux vous le dire, est totalement comprise par une grande majorité des habitants de l'île. Et c'est là que, si on ne comprend pas ça, on ne va pas aller vers une scission entre la Corse et la France. Ce serait totalement illusoire, et pour les Corses, et pour la France. Mais ne pas comprendre ce qui se passe réellement sur l'île, au niveau sentiment, au niveau... tout le monde le comprend, on le comprend très bien. Non, pas vraiment. Si les drapeaux sont en berne et qu'il y a... La demande, Valérie, je termine. La demande d'autonomie responsable, faite par la collectivité territoriale, ne date pas d'aujourd'hui, elle date pas d'hier, elle date d'avant-hier. Ça fait 7 ans que les mouvements autonomistes sont majoritaires en Corse. Sur 4 députés, 3 députés sont autonomistes. 3 députés sur 4. Et ils ont raté le 4e pour 2%. C'est significatif. Si on ne comprend pas cela, la Corse, c'est 350 000 habitants. Vous vous rendez bien compte que c'est pas gigantesque. Donc si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Oui, mais est-ce que ça n'empêche qu'on peut s'interroger sur les drapeaux en berne ? Non, bien sûr, mais c'est et sur le manque de réaction politique, le président de la République a parlé de faute. On n'a pas tellement entendu les différents responsables politiques. Georges, vous en pensez quoi ? Sur les drapeaux en berne, pour la collectivité territoriale, c'est un problème, mais Jean-Luc a très bien résumé la situation et à quel point elle est problématique en Corse. Je rajouterais, pour ne pas répéter ce qui a été dit, on parlait de gens qui sont en RSA et de pauvres. La Corse est un des territoires les plus pauvres de France. Il y a 20% de pauvres. C'est un vrai problème, qui nourrit le ressentiment et l'impression que voilà, en particulier chez les jeunes qui ont énormément de mal à s'insérer professionnellement. Ça crée des turbulences politiques très fortes. Maintenant, quant à l'autonomie, je pense que la plupart des candidats ne veulent pas se prononcer parce que le sujet les embarrasse. Mais à l'exception du président Macron. À l'exception du président Macron. Bon, les présidents, quand même, vous voulez qu'ils répondent, surtout qu'il y avait une négociation, comme vous l'avez dit. Il y avait une négociation qui était en cours. Avec M. Simeoni. Mais et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, ils sont tous exprimés, quand même. La France on a supprimé le 1 dans l'article 1 de la Constitution, mais la France est indivisible. Et on met le doigt dans un engrenage avec la volonté, de l'autre côté, de la Commission européenne de créer des euro-régions. On met le doigt dans un engrenage qui peut être très mauvais, pas spécifiquement et nécessairement qu'en Corse, mais sur l'ensemble du territoire. Et à terme, il y a un risque pour la nation dans son ensemble, en tant qu'une et indivisible. Oui. Non, enfin, c'est pas parce que les Corses auront plus d'autonomie qu'il y a un risque pour la nation. Les Basques alors, pourquoi pas les Basques? Non, ou les Basques n'ont pas voté. Ou les Alsaciens. Jusqu'à présent, il n'y a pas de député autonomiste basque. Jean-Luc a raison de rappeler que quand même les élections en 2015, en 2017, en 2021 ont toutes été remportées par les partis autonomistes régionalistes corses. Donc on est bien obligé de tenir compte de cette réalité démocratique. C'est une réalité démocratique, elle ne sort pas de nulle part. Le sujet, en tout cas, mérite d'être sur la place. Le président Macron en avait parlé en 2017, il s'est déplacé à Bastia en 2018. Aujourd'hui, le sujet est rouvert, vous l'avez très bien dit, Gérald Darmanin est en contact très régulier avec M. Simeoni, et comme il le rappelle, c'est pas pour des idées de sensibilité politique semblables, c'est bien parce que ce sujet-là, a priori, est réclamé par
une majorité à voir sur l'ensemble de l'île de Beauté. Je rejoins ce que disait Georges, la France est une, est indivisible, et que l'île est importante pour la France, elle est importante pour l'Europe, elle est importante pour la Méditerranée. Et ensuite, il faut se mettre autour de la table, effectivement, et avancer. Attention, là encore, l'autonomie signifie autonomie. C'est-à-dire que derrière, typiquement on parlait du RSA tout à l'heure, le RSA ne fait plus partie effectivement des injonctions de la métropole pour derrière une île qui devient autonome. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment mettre tout sur le plateau et ensuite ça sera un choix qui sera un choix partagé d'abord par les Corses et ensuite en restant dans la République parce que comme et la lutte contre la mafia parce que qui progresse considérablement et si c'est pour faire une autonomie pour que la Corse devienne un grand casino, c'est vraiment bon pour personne. Jean-Luc, dernier mot. Oui, c'est pas du tout ce que veulent les autonomistes ni les régionalistes en Corse. Ils sont les premiers à subir cette histoire de mafia ou de gang en Corse. Justement, il faut les combattre. Ça demande chez eux justement beaucoup de précautions par rapport à tout cela. Et ils le font. Je pense qu'il faut aller au bout. Si M. Macron va aller au bout, allons au bout de ce processus d'autonomie négocié et régulé. Vous voyez comme le lien est ténu entre Colonna et l'autonomie. On voit que ça va être le déclencheur justement d'autres choses. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres débats.